Cette vidéo est une rediffusion de la 6ème chronique que j'ai sortie sur Wakanim vers mai 2014, encore 100% inédite sur YouTube. C'est le premier épisode de ce que j'appelle la trilogie des clichés, mais comme c'était il y a plus de 3 ans, il se peut que maintenant mes avis sur le sujet soient plus nuancés ou un peu différents. Bonne fête de fin d'année et surtout bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, ici l'Arbitre Moderne. Je risque de vous choquer en vous disant ça, mais je prends le risque. Accrochez-vous. On peut être fan de quelque chose et le critiquer quand même. Ouais, je sais, ça m'a chamboulé l'esprit aussi. Surtout pour vous, les gens d'internet, vous devez pas savoir ce que c'est de critiquer les choses à tout va pour rien. Mais pourtant, c'est vrai, on peut être fan de quelque chose, mais quand même avoir une certaine clairvoyance à son sujet, être capable de remarquer les grosses ficelles qu'un médium utilise depuis des années et des années. On remarque par exemple qu'il y a peut-être trop de caméras qui tremblent dans les films d'action, et peut-être trop de FPS marron dans les jeux vidéo. Eh bien, pour l'animation japonaise, c'est pareil. J'en suis extrêmement friand, j'en suis très grand amateur, et pourtant, je remarque des choses que même vous en avez peut-être marre. Je dis peut-être car rien n'est absolu dans l'animation japonaise. Il y a tellement de genres différents que chacun peut avoir sa façon et ses raisons de regarder un dessin animé japonais. Mais néanmoins, en interrogeant un très grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'il y a vraiment des éléments récurrents dans l'animation japonaise globale qui ont vraiment commencé à ennuyer les spectateurs. Et c'est ça qui va être le sujet de cette vidéo. Ah, les animés shonen à rallonge. Ça, c'est un genre vraiment central pour l'animation japonaise globale. C'est son centre économique, son pilier médiatique. Tout le monde regarde, tout le monde aime, tout le monde achète les goodies. Néanmoins, personne n'est dupe. Il y a des problèmes inhérents d'ordre technique qui sont enracinés historiquement dans ce genre de dessin animé. Tout d'abord, on remarque bien sûr l'animation vraiment très limitée, pour pas dire carrément pauvre. On connaît tous les techniques de je mets une bouche qui s'anime en boucle seulement sur 2-3 images par seconde sur des corps immobiles, ou même la fameuse technique de je réutilise une animation que j'ai déjà faite il y a plusieurs épisodes avant pour la reprendre mais dans un décor différent. Et des fois s'il y a des décors, parce que des fois ils mettent juste seulement des petits fonds abstraits avec des lignes de fuite qui volent partout au lieu de dessiner vraiment un vrai décor derrière. Donc ça, vous connaissez, il n'y a pas de surprise pour vous, ça donne une animation qui est vraiment très cheapos. Et en même temps, quand on me dit cheapos et animation japonaise, j'ai envie de dire bonjour, bienvenue dans l'animation japonaise, j'espère qu'on sera amis, tu dois être nouveau, non? Non, plus sérieusement, évitons les sarcasmes, ce que j'entendais par là, c'est que l'animation japonaise a toujours été très historiquement cheapos, ça a toujours été très économique. Depuis les années 60, avec les productions d'Osamu Tezuka, les Astro Boy, les productions de chez Studio Mushi ou ce genre de choses, on a toujours dû utiliser beaucoup d'astuces économes pour pouvoir produire des dessins animés qui sont quand même sympas à regarder, mais on va dire pas trop onéreux pour un contexte d'économie d'après-guerre. Et justement, en faisant preuve de beaucoup d'astuces, on peut avoir une animation qui reste globalement très dynamique en économisant le plus de sous possible. Il suffit de voir 2 animés sortis à peu près à la même période, comme Goldorak au Japon et Scooby-Doo aux États-Unis. Maintenant, vous les comparez et vous allez me dire, c'est qui le plus dynamique des deux, honnêtement? Alors que pourtant, il y en a un, je suis sûr qu'il a été fait avec encore moins de sous que l'autre. Mais c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de temps. Et le temps, quand tu travailles dans un animé shonen à rallonge, c'est ton pire ennemi. Produire à chaque fois une quarantaine, cinquantaine d'épisodes de 20 minutes sans pré-production vraiment très conséquente. Et en plus, le faire à chaque fois à un rythme d'1 fois par semaine au fil du rasoir pendant que tu es encore en cours de diffusion. Et tout cela en gardant une certaine distance avec le manga d'origine qui est lui aussi publié à rythme hebdomadaire dans des magazines spécialisés. Ceci était une définition du mot enfer. Merci, à bientôt. Parce que si tu arrives à un point où tu rattrapes le manga, eh bien dans ce cas-là, t'es foutu, t'as plus rien à adapter.
Alors qu'est-ce que tu fais? Tu essayes d'utiliser les techniques les plus cheap, les plus chiantes possibles pour gagner, ou plutôt perdre, du temps. Et c'est là que le spectateur souffre. Il y a plein de techniques bien cheap comme ça, du style les monologues qui viennent bien interrompre les combats, ou alors quand ils essayent de distordre le temps, un petit peu comme Freezer dans cet épisode de Dragon Ball Z où il dit « Ah, la planète Namek va exploser dans 5 minutes !» Et bah du coup tes 5 minutes ils durent 15 épisodes quoi. Bon, pour être plus juste et précis, en collant tous les épisodes bout à bout, en fait ça a mis 4 h 13 minutes 45 secondes. Je suppose qu'il y a un peu de décalage horaire entre la Terre et Namek. Et bien sûr, le grand classique, l'utilisation abusive de flashbacks. Alors là, c'est très simple, hein. Tu prends des morceaux entiers d'épisodes, tu les mets en noir et blanc, et c'est gagné. Ça te fait un épisode tout frais, tout nouveau. S'ils pouvaient faire des épisodes composés à 80% de flashbacks, ils le feraient. Je crois même qu'ils l'ont déjà fait au moins plein de fois. Je pense même qu'ils ont fait même des épisodes où il y a quasiment aucune animation originale. Ça a dû arriver, je pense, 4 ou 5 fois. Dans One Piece ou Naruto, peut-être même beaucoup plus que ça encore. Après, les monologues de combat et les flashbacks, ça peut passer encore en format manga, parce que c'est juste le temps de 2-3 cases, ou au pire 1 ou 2 pages. Mais par contre, quand c'est en format animé, oh là là, non mais... Et là, ils essayent de faire durer ça, des fois, des épisodes entiers, plusieurs épisodes entiers. Ils arrivent même à créer un miracle démoniaque qui est de prendre une moitié de chapitre, une moitié d'une quinzaine de pages, pour le faire durer sur 20 minutes. Mais c'est quoi cette sorcellerie démoniaque? C'est des fous! Ils veulent notre perte! Mais il y a pire encore! Il y a les hors-séries et les fillers. C'est là le gros morceau bien pourri de l'affaire. En anglais, filler, ça veut dire remplissage. Et c'est exactement ça dans les animés aussi. Du remplissage, du bourrage, du gras qu'on rajoute pour faire grossir, pour allonger artificiellement la durée de vie boursouflée d'un animé shonen. Le filler, c'est quand tu inventes des épisodes qui n'ont rien à voir avec la continuité officielle du manga, ou son canon en d'autres termes, et qui en plus n'a aucune conséquence dans l'histoire de ce dernier. Ça peut être des petits épisodes intercalés furtivement dans un arc narratif déjà existant, comme par exemple quand Luffy dans One Piece rencontre un peuple du désert dans l'arc d'Alabasta. Ou alors ça peut être toute une saison, toute une saga hors série inventée exclusivement pour l'animé, comme par exemple la saga Asgard dans les Chevaliers du Zodiaque. C'est un bon exemple de hors série celui-là parce que beaucoup de personnes le considèrent comme plus intéressant que Poséidon, qui est pourtant une saga officielle. Mais après le risque avec certains fillers et avec certains hors série quand ils ne sont pas bien faits, c'est que ça peut créer des fois des incohérences par rapport au canon original. Comme par exemple quand le Chevalier de Cristal s'avérait être le maître de yoga dans les Chevaliers du Zodiaque, alors que dans le manga, c'était le Chevalier du Verseau. Mais le champion, toute catégorie du filler, ça doit être ce bon vieux Naruto. Ah Naruto, quand cesseras-tu de rendre ma vie misérable? Sa version animée compte à peu près plus d'une centaine d'épisodes filler. Plus d'une centaine. Et vous voulez certainement savoir comment sont-ils parvenus à réaliser un si bel exploit? Eh bien je vais vous le dire, ils ont profité qu'il y ait une ellipse temporelle de 3-4 ans dans l'histoire officielle du manga Naruto pour pouvoir caser au milieu des tonnes de cochonneries dans cette zone d'ombre où on n'est pas sûr de ce qui s'est passé dans l'histoire du personnage principal. Et c'est comme ça qu'ils ont pu réussir à perdre autant de temps qu'ils veulent avant de passer enfin à Naruto Shippuden. Les gens du studio Pierrot sont décidément des génies. Des génies du mal. Et du coup, on a eu des tas d'épisodes inconséquents qui n'allaient nulle part, comme par exemple la fois où ils ont exploré un laboratoire secret d'Orochimaru, ce qui a permis de découvrir le passé mystérieux du personnage que tout le monde aime, à savoir Anko. Anko. Vous vous souvenez d'Anko? Ouais. Moi non plus! Mais alors, est-ce que ça veut dire que toutes les adaptations de shonen sont condamnées à être des produits feuilletonnants qui durent des plombes? Eh bien, pas du tout. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser la méthode Fullmetal Alchemist, à savoir faire une vraie adaptation du manga, et pas une transposition chapitre par chapitre toute bête. Ça veut dire aussi s'autoriser à prendre des libertés avec le manga d'origine, à créer des scénarios originaux, et peut-être même inventer carrément une nouvelle fin. Ça peut être très intéressant, ça peut être très audacieux, ça peut créer une œuvre alternative au manga original afin de créer un univers plus grand et une expérience différente, mais ça peut aussi être très hasardeux et risqué. Car il faut être très doué pour créer une nouvelle continuité acceptable et une nouvelle fin satisfaisante. Et quand on sait à quel point les fans de manga peuvent être très vindicatifs,
c'est pas toujours gagné. En fait, je pense que la meilleure façon d'adapter un manga, c'est soit attendre qu'il soit complètement fini, soit être sûr qu'il fera pas 300 tomes. Dans le cas où un manga est complètement fini, ça permet d'avoir du recul sur l'ensemble de l'œuvre, de bien prendre le temps de tout lire pour bien l'étudier, et de solliciter les talents de scénaristes talentueux afin de créer des scripts qui permettent de bien condenser en épisodes de 20 minutes chaque moment clé du manga d'origine. C'est comme ça que les nombreux tomes de Fullmetal Alchemist ont pu être résumés à peu près en 70 épisodes dans Fullmetal Alchemist Brotherhood, et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire une version condensée, fun, synthétique et rythmée de JoJo's Bizarre Adventure. Ils ont déjà réussi à résumer en 26 épisodes les 2 premiers arcs narratifs du manga d'origine, et ils sont bien partis pour bien faire un bon travail sur le 3e. Et je pense que Dragon Ball Z Kai est aussi une bonne idée, car c'est un remontage de Dragon Ball Z où ils ont découpé tous les moments superflus où le temps a été artificiellement distendu, ainsi que tous les épisodes filler. Et je pense que c'est une bonne chose, ça permet enfin de revoir une série ancienne de façon agréable et rythmée. Et j'espère qu'ils feront pareil peut-être avec des séries actuelles. Peut-être que dans 30 ans, on aura un One Piece Sky. Quoique dans 30 ans, j'ai l'impression que One Piece sera toujours pas fini en manga. Oda est immortel et One Piece est infini. Amen. Plus que jamais, on rencontre très souvent certains stéréotypes de personnages dans nos animés d'aujourd'hui. Et l'un des stéréotypes les plus récurrents parmi tous, ça reste la tsundere. Qu'est-ce qu'une tsundere ? Oh, c'est très simple. Eh bien, c'est un personnage, à l'extérieur, elle paraît tsundere, mais au fur et à mesure que tu la connais, tu vois qu'à l'intérieur, elle est déré. Vous avez rien compris. On recommence. La tsundere, c'est ce personnage qui semble très caractériel, très agressif, très facile à vexer en fait. C'est le genre de personnage qu'on rencontre dans pas mal d'animés romantiques qui passe son temps à cogner le héros, lui filer des coups de poing, des coups de massue, à le traiter de baka ou ce genre de choses. Donc on a quelqu'un qui est vraiment très, on va dire, soupolé à l'extérieur, mais au fur et à mesure qu'on la connaît, qu'on la fréquente, elle devient tout à fait adorable et mignonne et timide, et même si elle est quand même de mauvaise foi par moment et qu'elle veut pas avouer ses sentiments. Du coup, ça donne des situations du style « Ah, senpai, c'est pas comme si j'ai fait ça pour toi, c'est pas comme si je t'aimais » ou un truc de ce genre, hein « Baka !» Au Japon, on appelle donc ça une tsundere. Dans mon pays à moi, on appelle ça une chieuse. Chieuse. Ah ouais, elle me pète les couilles, hein. Non, littéralement, m'a vraiment donné un coup de pied dedans, c'est horrible. En soi, le tsundere, c'est pas vraiment un nouveau stéréotype de personnage. Il y en a déjà eu avant, bien sûr. On va dire des proto-tsundere. On pense par exemple à Kaori dans City Hunter, ou Laura dans Nicky Larson, si vous préférez. Ainsi, par exemple, qu'il y a Akane dans Ranma. Ouais. Ah, c'est pour ça que j'aime pas trop Akane en fait. Mais je pense que là où ce genre de personnage est devenu vraiment très populaire, c'est avec 2 animés. Avec Evangelion, grâce au personnage de Asuka, et avec La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya, avec le personnage d'Haruhi Suzumiya. Et du coup maintenant on est envahi par des chieuses de ce genre, il y en a partout, même dans des animés pas romantiques, dans des trucs d'aventure, dans des trucs d'action, dans des trucs de tout ce que tu veux, il y a des tsundere, il y en a plein de filles qui passent leur temps à faire chier le héros, à pas vouloir avouer leurs sentiments, et à faire genre « Ouais, non, je te boude, je sais pas, je t'aime, mais j'ai pas envie de te le dire ». Encore Asuka, je comprends, c'est un monde post-apocalyptique, il y a des monstres géants, c'est la guerre, elle a connu de graves traumatismes d'enfance, et du coup elle intériorise ses sentiments, et se crée une façade protectrice colérique et fougueuse. Pour le personnage d'Haruhi, c'est à peu près la même idée. Après tout, l'anime s'appelle La Mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Haruhi connaît vraiment une petite crise existentielle, elle remet le monde en question, elle se rend compte qu'on est vraiment très peu de choses dans l'univers et dans l'ordre des choses, et que personne n'est vraiment unique au monde. Du coup, elle essaie d'apporter plus de peps, de fantaisie et d'imprévu dans la vie. Et du coup, elle agit de façon très émotive, très énergique, même de façon irrationnelle, on peut dire. Mais pour les autres tsundere, j'ai pas grand chose à dire, quoi. La plupart d'entre elles, il n'y a pas vraiment d'explication, de mérite, c'est juste d'être tsundere parce qu'ils sont tsundere, parce que je suppose que c'est mignon, que c'est attirant pour certains otaku, et je sais pas, c'est peut-être parce qu'aussi c'est le fait de pouvoir révéler à l'air libre le petit cœur en sucre d'une fille qui se rend inaccessible, quoi. C'est le côté conquête amoureuse, c'est le côté j'ai réussi à faire un truc difficile, mais après, pour moi, ça ressemble plus à un jeu de drague qu'à vraiment du vrai romantisme, quoi. C'est pas vraiment ce que je cherche dans une fiction. Je suppose que s'il y a autant de tsundere, c'est vraiment pour le moe, en fait. Enfin bon, ça on aura le temps d'en parler une autre fois, bande de petits curieux. En attendant, on ne peut que constater que ce stéréotype devient de plus en plus envahissant, c'est même carrément une prolifération à ce stade. D'ailleurs, j'ai peut-être une théorie à ce sujet qui risque de vous faire peur. Voici Shana, de Shakugan no Shana, une tsundere de toute petite taille, une tsundere de poche si vous préférez, qui passe son temps à être violente et autoritaire avec un héros mou du bulbe, et par qui elle est doublée ? Rie
Kugimiya. Ensuite, nous avons Louise de Zero Yotsukaima, une tsundere de poche qui passe son temps à être violente et autoritaire avec un Hirumu du bulbe. Et par qui elle est doublée? Oui, Rie Kugimiya. Et enfin, nous avons Taiga de Toradora, une tsundere de poche qui passe son temps à être violente et autoritaire avec un Hirumu du bulbe. Par qui elle est doublée? Megumi Ayabashira. Non! Rie Kugi putain Mia! Mon Dieu, c'est un complot, c'est une invasion de l'intérieur. Rie Kugimiya est en train de trahir la race humaine. Elle est en train de créer une armée de tsundere naines. C'est comme des lapins nains, sauf que c'est encore plus violent et ça se reproduit encore plus vite. Elle est en train d'envahir le monde. Nous sommes condamnés. Nous sommes sur la voie de l'extinction de la race humaine. Est-ce que le plan maléfique de Kugimiya va se concrétiser? Quel est le sens du mot Moe? Quels sont les autres éléments qu'on ne supporte plus de voir dans l'animation japonaise? Vous le saurez dans le prochain épisode des Chroniques de l'Ermite moderne. Mais bon, hein, si on fait une émission de partie, c'est pas pour te faire plaisir, spectateur Kun, hein, c'est pas comme si je t'aimais ou un truc de ce genre, hein, baka. Non mais sérieusement, regardez-moi ça. C'est 3 fois le même personnage. Je déconne pas, c'est les mêmes pour moi, ces espèces de naines. Ils sortent du même utérus, c'est pas possible, c'est des triplettes. Ben en même temps, elles viennent tous les 3 d'animés produits par le même studio, JC Staff. Non là, pour moi, c'est pas du hasard. Tout est lié, c'est un signe, on essaye de nous prévenir, la menace existe.